15 avril 2022, en manchette, attention à la collecte de mollusques contaminés. Le festival Saint-Marc Pardu dans le bois est lancé. La trotte de retour en présentiel. La collecte de mie au Cap Colombier est une activité très populaire, surtout à l'approche de la période de Pâques qui se tient du 15 au 18 avril. Les familles n'auraient pu y avoir accès cette année puisqu'une fermeture du secteur coquillier de l'anse du Colombier a été décrétée jusqu'au 5 avril pour des raisons de mauvaise qualité bactériologique de l'eau. Environnement et Changement climatique Canada a pour responsabilité de fournir des recommandations à Pêche et Océan Canada concernant les secteurs coquilliers sur la base des résultats en coliformes fécaux d'échantillons d'eau de mer, ainsi que sur des inventaires des sources de pollution. L'organisation gouvernementale a recommandé la réouverture du secteur de l'anse du Colombier en date du 4 avril 2022, confirme la porte-parole Anna Boonstra au Journal Haute-Côte-Nord, en précisant que le secteur avait été fermé en raison de précipitations abondantes à l'automne dernier. Selon cette dernière, la qualité bactériologique de l'eau du secteur ne rencontrait pas alors les critères du Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques. Le secteur est demeuré fermé jusqu'à tout récemment pour fin d'analyse. Toutefois, comme il est sensible aux précipitations abondantes, une fermeture est toujours possible en cours d'année si la qualité bactériologique de l'eau se dégrade. Cette mauvaise qualité de l'eau peut avoir de nombreuses causes, dont la contamination fécale par des installations sanitaires non conformes. Selon Mme Boonstra, lors de pluies abondantes, les habitations au pourtour de l'anse qui auraient des installations sanitaires non conformes pourraient contribuer à la dégradation du milieu aquatique environnant. Ces installations sanitaires sont considérées comme étant des sources de pollution diffuse avec un potentiel de pollution significatif. Notons aussi que lors d'événements de pluie abondante, la rivière Colombier et l'ensemble des sources de pollution localisées dans son bassin versant, exemple la faune sauvage, pourraient aussi jouer un rôle dans la contamination du secteur, poursuit la porte-parole. Comme Environnement et Changement climatique Canada n'a plus la responsabilité de faire l'inspection des installations sanitaires, l'organisation ne peut pas établir un lien direct entre les fosses septiques qui seraient endommagées et les conditions météorologiques extrêmes comme les pluies abondantes. Il n'est pas sans danger de consommer un mollusque contaminé. Les mollusques bivalves se nourrissent en filtrant le plancton microscopique vivant dans l'eau. Les changements dans la qualité de l'eau peuvent se traduire par l'accumulation de biotoxines marines, de bactéries ou de virus dangereux dans leurs tissus, fait savoir la relationniste. C'est pourquoi leur consommation pourrait être dangereuse pour la santé et même mortelle. Lors de la fermeture du secteur coquillier de l'anse du Colombier, le ministère des Pêches et Océans s'est assuré d'apposer sur le terrain des pancartes interdisant la cueillette de mollusques dans le secteur, soutient la porte-parole. Un site web et un système téléphonique étaient également disponibles à la population pour vérifier si le secteur était ouvert ou non à la cueillette. Par ailleurs, chaque fois qu'un secteur coquillier ferme à la cueillette de mollusques, un avis de fermeture annonçant les raisons, les limites du secteur et le numéro d'ordonnance d'interdiction sont diffusés auprès des médias locaux. Notons que depuis le 5 avril 2022, pour le secteur de l'anse du Colombier, Pêche et Océan Canada interdit la récolte de clovis arctique, couteaux de l'Atlantique ainsi que de moules bleues en raison des risques de contamination. La Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord accueillent favorablement les changements majeurs au programme fédéral des travailleurs étrangers temporaires à travers le pays, tel qu'annoncé le 5 avril. Carla Caltro, ministre de l'Emploi, du Développement et de la main-d'œuvre et de l'inclusion des personnes en situation de handicap, a présenté la semaine dernière la nouvelle mouture du programme qui s'attaquera durablement aux enjeux de main-d'œuvre et ce à travers l'ensemble des secteurs économiques. Parmi les mesures annoncées, notons entre autres l'augmentation permanente de la limite de programme des travailleurs étrangers temporaires et des travailleurs saisonniers par entreprise dans l'ensemble des secteurs économiques, l'augmentation de la durée maximale des permis de travail pour les emplois à haut salaire ou talents mondiaux, ainsi que l'abolition des refus de traitement, métiers à bas salaire, dans les régions à haut taux de chômage.
L'annonce emboîte le pas à l'entente annoncée la semaine dernière quant à la mise en vigueur d'assouplissements propres aux entreprises québécoises entre le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien. Ensemble, les deux ententes présentent des changements importants pour répondre aux enjeux criants de main-d'œuvre des membres. Avec la pénurie de main-d'œuvre qui sévit au Québec, les entreprises de partout sur le territoire à travers l'ensemble des secteurs sont dorénavant mieux outillées pour faire face aux défis des prochaines années. Nous sommes confiants que les entreprises verront des résultats tangibles rapidement sur le terrain, a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ, dans le communiqué diffusé conjointement avec la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord. La présidente de l'organisme, Julie Tremblay, voit d'un très bon œil les nouveautés annoncées par le gouvernement fédéral. De son avis, la pénurie de main-d'œuvre vécue en région affecte l'ensemble des industries. Elle accueille favorablement cette annonce et se sent dorénavant mieux outillée pour faire face aux enjeux de main-d'œuvre. Au lendemain de la présentation du budget de son gouvernement par la ministre des Finances Chrystia Freeland le 7 avril, Action Chômage Côte-Nord constate que rien de neuf n'est apporté aux Canadiens ayant besoin de recourir à l'assurance-emploi, dont les travailleurs de l'industrie saisonnière. Par voie de communiqué, le comité citoyen qui a milité sur plusieurs fronts au cours de la dernière année afin de proposer des solutions concrètes aux lacunes du régime d'assurance-emploi s'est dit à nouveau déçu du budget déposé par le gouvernement fédéral. Lynne Sirois, directrice générale de l'organisme, déplore la reconduction sans bonification de la mesure temporaire accordant 5 semaines de prestations supplémentaires aux travailleurs de l'industrie saisonnière. De nombreux groupes, dont Action Chômage Côte-Nord, ont pourtant signifié clairement au gouvernement que la mesure devrait être bonifiée afin que les travailleurs de l'industrie saisonnière ne vivent plus le trou noir. Selon Mme Sirois, le budget est également très avare de commentaires à propos de la réforme du régime d'assurance-emploi, pourtant demandée haut et fort par les groupes de chômeurs et les syndicats. Le budget indique que le gouvernement publiera son plan à long terme pour l'avenir de l'assurance-emploi après la fin des consultations. Mais ce sera quand la fin des consultations, se demande Lynne Sirois. Cette dernière se questionne également sur l'écoute réelle qu'obtiennent les travailleurs dans cette consultation versus les dirigeants d'entreprise. Action Chômage Côte-Nord a également sursauté en constatant que le gouvernement propose de modifier la partie 2 de la loi sur l'assurance-emploi pour qu'un plus grand nombre de travailleurs soient admissibles au soutien avant d'être au chômage et que les employeurs puissent recevoir une aide directe pour recycler leurs employés. Pour Lynne Sirois, l'usage d'un tel vocable par le gouvernement frôle le mépris et n'envoie certes pas le bon message en cette période de chamboulement profond dans le milieu du travail. C'est le groupe saguenéen Horloge Chimard qui sera à la tête d'affiche du premier festival Saint-Marc perdu dans le bois le 9 juillet. Cet événement est l'idée de Cédric Lavoie, originaire de Saint-Marc-de-la-Tour et passionné de musique depuis toujours. Le trentenaire avait rangé ce projet de festival musical dans sa tête jusqu'à ce qu'il décide, il y a quelques mois, de le concrétiser en créant un organisme à but non lucratif qui porte le nom de Lynx Saint-Marc en hommage à l'ancienne équipe de hockey locale qui était formée de membres de la famille et d'amis. Comme l'explique Cynthia Lavoie, son frère les a rassemblés pour leur demander s'ils voulaient se joindre à lui pour mettre en place un événement de musique rassembleur sur son terrain à Saint-Marc. Ceux-ci ont tous accepté, a dévoilé Cynthia Lavoie lors de la première activité de financement du festival, un souper spaghetti tenu le 9 avril à la salle Fadoc de Saint-Marc-de-la-Tour. Pierre-Luc, Léane et Jody Bernard font donc partie des administrateurs de l'organisme, en plus de la fratrie Lavoie et Caroline Bourgeois, conjointe de Cédric. À ce comité se sont joints d'autres bénévoles spécifiquement attitrés à l'organisation festivalière, soit Jean Fournier, Vicky Perrault, Fred Morneau et Joanie Ovington. Le président Cédric Lavoie a avisé la quarantaine de personnes présentes au souper qu'il fera certainement appel à eux pour du bénévolat ou d'autres activités de financement dans les prochains mois, tout en les remerciant de les soutenir dans ce projet d'envergure. Il a également profité de l'occasion pour souligner le soutien financier de ses commanditaires, sans qui le festival ne serait pas possible. En plus du groupe Horloge Chimard qui gagne en popularité depuis 2012, les festivaliers pourront entendre la musique des formations Vite Cartier de Jonquière et Around the Fire de Bécomo. En première partie,
Ce festival est le premier d'une longue série, promet Cynthia Lavoie, précisant que l'objectif est de prendre de l'expansion année après année. Titeuf, tu serais mieux d'une grange, mais là ton lit c'est pas de la paille, c'est des sacs à vidange. Titeuf, on t'a vu marmonner, tu changes pour un café sur le trottoir décimenté. Dans le monde du sport, vu l'assouplissement des mesures sanitaires liées à la pandémie, la 45e édition de la course de la Trotte aura lieu en présentiel à Forestville. L'événement sportif se tiendra le 11 juin au même endroit qu'à l'habitude, soit à la Polyvalente des Rivières. Le trajet utilisé sera la nouvelle boucle qui avait été empruntée il y a 2 ans, précise l'organisme sur sa page Facebook. Les inscriptions seront réalisées en ligne lors des journées précédant l'événement. Il sera l'occasion de bouger tous ensemble et en famille. Rappelons que les 2 dernières éditions de la Trotte se sont tenues de façon virtuelle. Les coureurs devaient accomplir le parcours choisi à l'heure de leur choix et faire parvenir une photo pendant leur activité. Les amateurs de pêche sportive au bar rayé pourront s'en donner à cœur joie plutôt qu'à l'habitude ce printemps, puisque le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs devance du 15 juin au 15 mai l'ouverture de la saison. Dans un communiqué diffusé le 7 avril, le ministère explique que la nouvelle réglementation s'appliquera à compter de 2022 dans la zone 21, qu'il identifie comme à l'est d'une ligne droite reliant Forestville, à la hauteur de l'île Patte-de-Lièvre, à Rimouski, à la hauteur de la Pointe-Santerre. La nouvelle date d'ouverture de la pêche s'applique également dans les estuaires et les rivières se déversant dans le fleuve à la hauteur du secteur concerné, à moins, précise le ministère, que des restrictions plus sévères y soient en vigueur pour d'autres espèces. Enfin, les autres règles encadrant la pêche sportive au bar rayé demeurent inchangées, notamment la fin de la saison le 31 octobre. Voici un rappel des principales modalités de la pêche sportive au bar rayé. Un maximum de 3 crochets avec hameçon ou combinaison d'hameçons dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, sur une même ligne peut être utilisé. Seuls des leurres artificiels peuvent être employés, les appâts naturels sont interdits. Un pêcheur peut capturer un maximum de 3 barres rayées par jour. Dès qu'il est en possession de 3 barres rayées, il doit aussi cesser de pêcher cette espèce pour la journée. Seules les barres rayées mesurant entre 50 et 65 cm inclusivement, du bout du museau jusqu'au bout de la queue, peuvent être conservées. Les barres rayées pêchées qui ne répondent pas à ces critères doivent être remis à l'eau sur le champ. La saison est terminée au hockey mineur pour la plupart des équipes de la Côte-Nord, sauf pour certaines qui s'attaquent à la Coupe Dodge. Pour les formations du simple lettre, les championnats régionaux disputés du 7 au 10 avril dans les 2 arénas de Sept-Îles étaient le clou de l'année sur les glaces. Les Prédateurs de la Haute-Côte-Nord M13A et M15A et les Vikings de Bécomo M13B et M13BB ont triomphé lors des finales pour l'or à 2 reprises, repartant de cette île avec 4 des 6 titres à l'enjeu. Parmi les 2 conquêtes des Prédateurs, celle dans le M15A a été arrachée avec près de 30 secondes à faire au temps régulier et après avoir effacé un retard de 3-1. Pour l'ensemble de la compétition organisée par l'Association du hockey mineur de cette île, son président Steve Lebel s'est dit satisfait. En ce qui concerne les honneurs individuels, le joueur M13A des Prédateurs de la Haute-Côte-Nord, Justin Tremblay, de Sacré-Cœur, a obtenu celui du meilleur esprit sportif parmi tous les joueurs régionaux. À la météo, ce vendredi 15 avril, des averses de pluie étaient au rendez-vous avec une température atteignant 8 degrés Celsius. La pluie se poursuivra samedi avec un maximum de 6 degrés. Pour ce dimanche de Pâques, Environnement Canada prévoit un ciel nuageux et 30 % de probabilité d'averses de neige. Le mercure atteindra 6 degrés. Bonne fin de journée et joyeuse Pâques de toute l'équipe de la télévision du Littoral.